Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Lundi dernier, un soldat russe a été reconnu coupable du meurtre d'un civil ukrainien de 62 ans. C'était survenu dans le nord-est du pays à la fin du mois de février. Vadim Tchitchimarin a été condamné à la prison à vie. On va s'intéresser à cette histoire pour traiter de droit international ce matin avec notre chroniqueur Frédéric Bérard. Salut! Salut! On sait que le droit international, c'est pas le sujet le plus sexy pour un mercredi matin parce que, on va se le dire, on en a déjà parlé ensemble dans d'autres chroniques, le droit international, c'est pas simple. Non, le droit international, c'est très, très compliqué dans l'optique où il y a plusieurs couches, il y a plusieurs distinctions, il y a plusieurs paperasse aussi, en quelque sorte. Je suis en train d'écrire un bouquin, justement, qui traite de droit international par la bande, et je réfléchissais à ça après notre discussion d'hier en guise de préparation. Puis le nombre de détails et de raccoins du droit international, c'est assez phénoménal. Et le problème, au final, c'est est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Ça, c'est une autre question. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs spécialités dans le droit. Exemple, Frédéric, tu es un spécialiste de constitution canadienne. Est-ce qu'il y a des personnes, vraiment, des spécialistes en droit qui ont vraiment une spécialité en droit international? Ah oui, absolument. Puis il y en a qui l'enseignent à temps plein. Puis il y en a qui enseignent le droit international de la personne. Il y en a qui enseignent le droit international de la guerre. Il y en a qui enseignent le droit international de la mer. Quand je dis qu'il y a plusieurs spécialités, je blague pas. Donc bref, il y a toutes sortes de spécialités afférentes, et c'est un droit qui est excessivement, je dirais, intellectuellement intéressant. Le problème, au risque de me répéter, c'est est-ce qu'il sert réellement à quelque chose, ce droit-là, sachant que les puissants peuvent le piétiner sans problème, sans avertissement et sans justification en tout temps. Par exemple, lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée, justement, par Vladimir Poutine, moi, je m'amusais à taquiner mes amis internationalistes en disant, finalement, est-ce que votre droit va faire quelque chose, là, ou il fera rien? Et de toute évidence, jusqu'à maintenant, leur droit, si je peux appeler ça comme ça, n'a pas fait grand-chose, et ils le savent eux-mêmes, évidemment. Là, c'est une guerre, donc on tombe dans une zone assez particulière. Un crime de guerre, comme on a eu ce cas en début de semaine pour le soldat russe, est-ce qu'on a une définition claire pour que nos auditeurs puissent bien comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on considère comme un crime de guerre? Il y a plusieurs choses. Un crime de guerre, essentiellement, et ça aidera peut-être pas, là, mais c'est toute violation au droit de la guerre. Ça, c'est techniquement ce qu'on appelle un crime de guerre. Maintenant, qu'est-ce que le droit de la guerre? Encore une fois, c'est excessivement large, mais on peut penser, par exemple, le fait où Poutine a déclaré illégalement la guerre à l'Ukraine, en fait, où il a envahi cette même Ukraine sans justification à travers le droit international. C'est techniquement un crime de guerre. Vous avez aussi toutes les questions par rapport aux civils. Est-ce qu'on viole des civils? Est-ce qu'on attaque des civils? Est-ce qu'on fait preuve de terrorisme envers des civils? Est-ce qu'on emploie aussi certaines armes prohibées, par exemple les bombes au phosphore ou d'autres trucs chimiques? Ça, ce sont également des crimes de guerre. Donc, bref, il faut voir toute espèce de nomenclature. Là, je viens de vous donner ni plus ni moins les plus importants, mais évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres. Parce que là, avec ces images, ces exemples, là, on pense à plein de conflits assez récents ou même passés. Et lorsqu'on pense à des grands dossiers de crimes de guerre, là, on ressort des classiques comme Nuremberg, par exemple, ou plus récemment, ce qui s'est passé en Yougoslavie et au Rwanda. Et là, on découvre que là, on regarde les pays, la liste, on se demande où sont les grandes puissances, les grands pays. On donnait comme exemple Vladimir Poutine. Est-ce qu'on doit s'attendre un jour à le voir dans le box des accusés? Moi, je vous dirais que ceux qui veulent parier sur le fait que Poutine va se ramasser dans le box des accusés un jour, vous pouvez le faire, mais mettez pas l'ensemble de l'argent de l'épicerie. Disons, gardez-vous une petite réserve parce que vous risquez très fort de le perdre. Le droit international, Frédéric, est écrit par les puissants et ça vaut évidemment pour les sanctions. Tu as donné quelques exemples, par exemple Nuremberg. On aurait pu ajouter le Rwanda, on aurait pu, vous avez dit la Yougoslavie, c'est un autre excellent exemple. Mais la Yougoslavie, la communauté internationale au complet s'est revirée contre Milosevic et compagnie. Nuremberg, évidemment, tout ça est absolument spectaculaire. Le Rwanda est
franchement, n'est pas une menace pour quiconque. En d'autres termes, c'est très facile pour les puissants de réécrire ce droit international-là, mais est-ce qu'au final, eux-mêmes sont assujettis au droit international? Et là, je vais poser la question encore plus clairement que tu le fais, si tu permets. Les États-Unis, là-dedans. Henry Kissinger, qui était un criminel de guerre, disons-le bien franchement, notamment en rapport à ce qu'il a fait en Asie à quelques endroits, ce gars-là a reçu le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire qu'au côté ironie, il faut le faire. Quand les États-Unis ont dégommé Allende au Chili, par exemple, par l'entremise de la CIA, pour le remplacer par le général Pinochet, qui était un meurtrier bien connu, c'est-à-dire quelle a été l'implication des États-Unis en matière de droit international, en matière de droit de la guerre, 0 et une barre. Donc, en d'autres termes, encore une fois, c'est un droit qui est très, très, très politique, et qui dit politique dit puissance. Est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est du théâtre, c'est presque une mascarade à certains niveaux? Moi, c'est ce qui me fâche le plus. Je suis content que tu l'amènes parce que tu as mis le doigt exactement dessus. C'est une mascarade. Ça donne l'impression que... Rappelle-toi, par exemple, il y a de ça quelques semaines, quand Joe Biden et Trudeau sont allés dire publiquement que ce que faisait Poutine était essentiellement un génocide. Tu te souviens peut-être de ça? Bon, OK. Si c'est un génocide, c'est donc une contravention au droit international. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose de plus abject qu'un génocide. Il se passe quoi pour Poutine depuis? La réalité, c'est qu'il se passe absolument rien. Et l'exemple du soldat que tu as nommé, qu'on se comprenne bien, c'est un exemple qui est très ukrainien. Ce sont les tribunaux ukrainiens qui s'en sont chargés. Ce ne sont pas des instances judiciaires internationales. Alors, tout ça pour dire que ça, par contre, j'y crois. Est-ce que l'Ukraine est en train de faire? Ça risque de fonctionner. Pourquoi? Parce que cette justice-là est effective. Mais le droit international comme tel, les instances et tout le tralala, je pense que le meilleur terme ce matin, c'est toi qui l'as employé, c'est le terme mascarade. En terminant, est-ce qu'on doit s'attendre à voir peut-être d'autres soldats, d'autres cas comme celui de Vadim Tchitchimarin dans les prochaines semaines ou même les prochains mois? On sait que ce qui se passe actuellement en Ukraine est nécessairement abject. On sait ce que fait ce soldat. Ce qu'a fait ce soldat est monnaie courante. On sait que des civils ont été violés. On sait que des civils ont été assassinés impunément. Est-ce que l'Ukraine pourrait renverser la tendance? Peut-être, mais évidemment, là, on est aussi en temps de guerre. Donc, d'appliquer la justice de façon parallèle, c'est nécessairement une espèce d'enjeu un peu complexe. Mais pour le reste, ça, vois-tu, ça, j'y crois, contrairement au droit international. Et peut-être que oui, ça créera une certaine tendance, mais il faudra voir jusqu'à quel niveau. C'était peut-être pas un sujet sexy, mais c'était fort intéressant, Frédéric Bérard. En terminant, est-ce qu'on peut donner un avant-goût? On garde la surprise pour la chronique de la semaine prochaine. Ça, c'est toi qui décides, c'est ton micro, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Frédéric ne sera pas au Québec. Il sera à l'extérieur. Comment dire? J'essaie de garder... Pas aux États-Unis, oui, mais techniquement, non. Est-ce que c'est une manière un peu de voir ça? Oui. Et ça va toucher son prochain livre qui est prévu à la sortie à l'automne. Donc, on va mettre ça à la table comme ça pour titiller nos auditeurs. Ceux qui feront des recherches pourront trouver l'endroit. Et on va se reparler en direct de cet endroit très connu, Frédéric Bérard. Avec grand plaisir. Au revoir. Il est 7h25. Salut.